Il existe un schéma clair derrière ceux qui évoluent réellement. Cela n'a rien à voir avec le talent, la chance ou l'exposition. Tout repose sur la préparation, la posture et la maîtrise de soi. Pendant que beaucoup gaspillent leur énergie à essayer de paraître quelque chose, d'autres construisent en silence. C'est ce schéma silencieux qui sépare ceux qui grandissent de ceux qui ne font que s'agiter. C'est précisément de cela que parle cette vidéo. Et lorsque tu observes ce schéma avec attention, il se répète toujours de la même manière. 3 attitudes simples, maintenues chaque jour. Étudier. S'entraîner. Garder le silence comme un code de conduite, comme une manière de vivre. Étudier, c'est nourrir l'esprit de clarté. C'est apprendre à voir ce qui, auparavant, passait inaperçu. S'entraîner, c'est renforcer le corps et la discipline. C'est enseigner à continuer, même lorsque la volonté faiblit. Garder le silence, c'est protéger ton énergie, tes projets et ton processus. C'est cesser de gaspiller ta force à vouloir prouver quelque chose à ceux qui ne construisent rien. Ces 3 attitudes réunies forgent quelqu'un de dangereux. Dangereux parce qu'il ne réagit pas par impulsion. Dangereux parce qu'il ne dépend pas de la validation des autres. Dangereux parce qu'il est trop occupé à évoluer pour avoir besoin de se justifier. Aujourd'hui, tu vas apprendre à devenir méconnaissable dans la pratique. Dans cette vidéo, je vais te présenter cette méthode stoïcienne, applicable au quotidien, pour transformer ta mentalité, ta posture et ton comportement. Car étudier sans appliquer devient une distraction. S'entraîner sans constance devient un enthousiasme passager. Parler trop sans agir devient de la vanité. Ici, tu vas apprendre à étudier comme un stoïcien, avec discipline, silence et intention. Pour mettre de l'ordre dans ton esprit, renforcer ton identité et construire une version de toi-même qui n'a pas besoin d'être annoncée. Après cela, quelque chose change. Tu ne penses plus de la même façon. Tu ne réagis plus de la même manière. Tu ne te positionnes plus comme avant. Alors retiens ceci. Étudie pour voir ce que les autres ignorent. Entraîne-toi pour supporter ce que les autres évitent. Garde le silence pour ne pas gaspiller ta force. Maintenant, commençons. Numéro 1. Étudie pour devenir intelligent. As-tu déjà eu l'impression que tu pourrais être bien plus intelligent que tu ne le es aujourd'hui, mais que quelque chose te retient en permanence? Comme s'il existait une version de toi plus lucide, plus calme et plus sûre, enfermée dans ton propre esprit, cherchant à sortir mais manquant d'espace. La vérité est dure, mais la comprendre change tes actions. Personne n'aura pitié de toi parce que tu ne sais pas. Le monde ne ralentit pas parce que tu n'as pas compris comment les choses fonctionnent. Les factures arrivent, les décisions s'imposent, les opportunités passent, les gens parlent. Et si tu n'es pas préparé, tu ne choisis pas, tu réagis seulement. Vivre ainsi épuise. Cela épuise parce que tu passes ton temps à éteindre des incendies qui auraient pu être évités. Quand je dis « étudie pour devenir intelligent », je ne parle pas de devenir un génie ni de couvrir tes murs de diplômes. Il ne s'agit pas de statut. Il s'agit de survie émotionnelle et de clarté pratique. Il s'agit de comprendre la réalité. De comprendre la vie suffisamment pour ne pas être trompé, pour ne pas te laisser manipuler par les autres, et surtout pour ne pas devenir l'otage de tes propres émotions. Sénèque disait, l'esprit qui ne se nourrit pas tombe malade. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas malheureux parce que la vie est impossible, mais parce qu'ils vivent sans profondeur, sans comprendre pourquoi ils ressentent ce qu'ils ressentent, ni pourquoi ils répètent toujours les mêmes schémas. Pense à des situations simples du quotidien. Tu signes un document sans le lire et tu en subis les conséquences. Tu t'endettes parce que tu ne comprends pas comment fonctionnent les intérêts. Tu restes dans une mauvaise relation parce que tu ne comprends pas les limites, l'estime de soi ou les schémas émotionnels. Tu débats de société, d'avenir, de politique ou de réussite sans avoir lu une seule page sérieuse sur ces sujets. Puis tu te demandes pourquoi tout semble mal tourner. Sans étude, tu marches dans l'obscurité. Et celui qui marche dans l'obscurité accepte n'importe quelle main tendue, un vendeur mal intentionné, un gourou d'internet, un ami toxique, un patron manipulateur. Et parfois, celui qui te trompe le plus, c'est toi-même, lorsque tu crois tout ce que tu ressens sans comprendre ce que tu penses. Épictète disait, « Seuls les éduqués sont libres ». Libres de quoi? Libres de tomber dans les mêmes pièges. Libres de répéter les mêmes erreurs. Libres de vivre en pilote automatique. Étudier, c'est reprendre le contrôle de sa propre vie. Et quand je parle d'étudier, je ne parle pas de devenir universitaire, d'utiliser des mots compliqués ou de citer des auteurs pour impressionner. Bien souvent, ce n'est que de la vanité. L'étude que je propose est simple, directe et appliquée, apprendre pour mieux vivre. As-tu des problèmes d'argent? Étudie les bases des finances personnelles, gestion des dépenses, intérêts, dettes, crédits. Souffres-tu d'anxiété? Lis sur les émotions, la psychologie, la philosophie. Comprends comment fonctionne ton esprit avant de croire tout ce qu'il te dit. As-tu l'impression que les autres te marchent dessus? Étudie la communication, les limites, l'assertivité. Tu vois? Étudier n'est pas fuir la vie.
Étudier, c'est s'y préparer. Et cela n'a rien de compliqué. Imagine quelque chose de très simple. Tu prends un livre, papier ou numérique, et tu décides de lire 10 pages par jour. Seulement 10. Dans le bus, dans le métro, avant de dormir, pendant la pause déjeuner. Pendant que beaucoup passent des heures à faire défiler des écrans sans voir le temps disparaître, toi, tu construis une structure mentale. En un mois, cela fait 300 pages. En un an, plus de 3600 pages. Cela transforme n'importe qui. Tu te dis peut-être, je n'ai pas l'habitude. C'est normal. Personne ne n'est discipliné. La discipline se construit. Et c'est là qu'intervient le côté humain, tu n'as pas besoin d'en avoir envie tous les jours. Tu dois seulement être honnête avec toi-même. Quand ton esprit dit « je lirai plus tard », réponds-lui « 5 pages maintenant ». C'est ainsi qu'un stoïcien dialogue avec ses propres impulsions, sans violence, mais avec fermeté. Imagine deux personnes confrontées à la même situation difficile. Les deux souffrent. Mais l'une comprend ce qui se passe. Elle a des mots, des concepts, des repères. Elle pense « ça fait mal, mais c'est une part de la vie. Je sais quoi faire ». L'autre ne fait que ressentir. Elle se noie dans sa douleur sans pouvoir la nommer. Laquelle veux-tu être? Étudier, c'est donner un nom à ce que tu ressens, comprendre ce que tu vis et élargir tes options intérieures. C'est renforcer ton esprit pour faire face à la réalité telle qu'elle est. Tu n'essaierais jamais de traverser une route sombre de nuit sans lumière. Pourtant, c'est exactement ce que beaucoup font avec leur propre vie. Ils affrontent décisions, conflits et pressions sans clarté, sans préparation, sans direction intérieure. Un esprit entraîné éclaire le chemin. Un esprit faible réagit dans l'obscurité. Je ne te dis pas cela pour te rabaisser. Je te le dis parce que je crois que tu peux bien plus que ce que tu donnes aujourd'hui. Tu n'es pas limité. Tu n'es pas incapable. Tu es peut-être simplement rouillé. Et la rouille disparaît avec l'usage, pas avec des excuses. Alors fais ceci, choisis le domaine de ta vie qui te fait le plus souffrir en ce moment, argent, esprit, sens, relations, spiritualité, corps, peu importe, et engage-toi à l'étudier pendant 30 jours. Lis, regarde du contenu de qualité, prends des notes, réfléchis. Tu seras surpris de la différence qu'un seul mois peut produire lorsque tu décides vraiment. Le stoïcisme n'exige pas la perfection. Il demande de la sincérité et de la constance. Maintenant, fais quelque chose de simple. Si ce message t'a réellement touché, écris en commentaire, comme un engagement envers toi-même. Je vais nourrir mon esprit chaque jour. C'est le premier pas pour devenir méconnaissable. Prendre soin de ton esprit. Prendre soin de ton esprit comme on prend soin de l'or. Numéro 2. Entraîne-toi pour ta santé et ta discipline. Maintenant, je veux te parler de ton corps. Pas comme quelqu'un qui juge, mais comme quelqu'un qui observe et réfléchit. Tu ne mérites pas de vivre fatigué, raide, avec des douleurs qui pourraient être évitées. C'est pourtant ce qui arrive lorsque nous abandonnons notre propre corps. La vie devient alors plus lourde qu'elle ne devrait l'être. Les stoïciens n'étaient pas obsédés par l'esthétique. Ils ne s'entraînaient pas pour impressionner qui que ce soit. Ils s'entraînaient parce qu'ils comprenaient une chose simple et profonde. Sans un corps au minimum solide, l'esprit se limite, se contracte, devient prisonnier de la fatigue. Musonius Rufus disait que le corps devait être endurci pour supporter les exigences de la vie. Il ne s'agit pas d'apparence. Il s'agit de résistance. Il s'agit de pouvoir traverser la journée sans se sentir vaincu avant même que la nuit n'arrive. Réfléchis à la façon dont tu termines souvent tes journées. Trop fatigué, sans énergie, sans élan. Tout irrite. Le moindre effort paraît excessif. Beaucoup pensent que c'est uniquement mental ou émotionnel. Mais la vérité, c'est qu'un corps négligé finit toujours par présenter la facture. Douleur dorsale, mauvais sommeil, souffle court, paresse constante. Et alors se crée un cycle silencieux. Moins tu bouges, plus tu te sens mal. Plus tu te sens mal, moins tu as envie de bouger. S'entraîner, ici, n'est pas une punition. C'est un acte de respect. Un respect pour la personne que tu es aujourd'hui et pour celle que tu peux encore devenir. Épictète dirait quelque chose comme ceci: tu ne contrôles pas tout ce qui se passe à l'extérieur, mais tu contrôles la manière dont tu prends soin de toi. Et prendre soin de toi passe inévitablement par le mouvement du corps. Peut-être penses-tu, je n'aime pas la salle de sport, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas par où commencer. C'est très bien. Simplifions. Tu n'as pas besoin de matériel coûteux, tu as besoin d'une décision. Marcher 20 minutes par jour, c'est déjà s'entraîner. Faire des pompes sur les genoux, c'est déjà s'entraîner. Prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, c'est déjà s'entraîner. T'étirer au réveil, c'est déjà s'entraîner. Ce qui compte, ce n'est pas d'être impressionnant. C'est d'être constant. Imagine cette scène simple. Deux personnes se réveillent à la même heure. La première se lève, boit un verre d'eau, fait 15 minutes d'étirement et quelques exercices simples. La seconde attrape son téléphone et fait défiler l'écran pendant une demi-heure. En une seule journée,
la différence est presque invisible. En 6 mois, elle est évidente. L'une dort mieux, ressent moins de douleur, fait davantage confiance à son corps. L'autre reste fatiguée, raide, irritée partout. La question est simple et inconfortable, en laquelle de ces deux personnes es-tu en train de te transformer? Sénèque disait que l'imagination blesse souvent plus que la réalité elle-même. Cela s'applique parfaitement à l'entraînement. La peur de commencer est presque toujours plus grande que l'effort réel. Tu imagines que ce sera insupportable, humiliant, impossible. En pratique, s'entraîner, c'est simplement cela, toi contre toi-même pendant quelques minutes. Tu n'as pas besoin de courir un marathon. Tu as besoin de te lever du canapé. Et il y a quelque chose d'encore plus important. S'entraîner, ce n'est pas seulement s'entraîner. Ce n'est pas uniquement une question de santé physique. C'est une question de discipline. Quand tu t'engages à bouger ton corps chaque jour, même sans envie, tu apprends quelque chose de fondamental à ton esprit. Ce n'est pas mon humeur qui décide, c'est moi. C'est profondément stoïcien. Faire ce qui doit être fait, pas ce qui est confortable sur le moment. Les jours où ton esprit est en chaos, l'entraînement agit comme une encre. Tu ne contrôles pas tout ce que tu ressens, mais tu contrôles le fait de faire 10 pompes ou non. Terminer un entraînement, aussi simple soit-il, c'est te dire à toi-même, je suis encore là, je n'ai pas abandonné. Cette loyauté envers toi-même renforce l'esprit plus que n'importe quel discours motivant. N'attends pas la motivation pour commencer. Commence aujourd'hui. Décide de marcher 10 minutes. Demain, 15. Puis ajoute quelques squats, quelques pompes, une planche de 20 secondes. Progresse calmement, mais sans reculer. Tu n'as pas besoin de t'entraîner comme un athlète. Tu dois t'entraîner comme quelqu'un qui se respecte. Quand ton esprit devient plus fort et que ton corps l'accompagne, tu fais un pas immense vers cette version de toi plus capable, plus calme, plus solide et infiniment plus résistante. Numéro 3. Garde le silence pour te protéger. As-tu remarqué que, parfois, plus tu parles, plus tu deviens vulnérable? Tu racontes tes projets, tes douleurs, tes doutes, et soudain tout semble empirer. Quelqu'un te juge. Quelqu'un te rabaisse. Quelqu'un déforme tes paroles. Quelqu'un utilise ce que tu as dit contre toi plus tard. Et tu te dis, je voulais simplement être compris. Mais il existe une vérité inconfortable que presque personne ne nous enseigne. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à tes pensées. Tout le monde ne mérite pas d'entendre tes projets. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qui se passe en toi. Les stoïciens l'avaient profondément compris. Ils savaient que l'exposition excessive fragilise. Plus tu montres, plus tu ouvres de fissures. Et dans un monde où beaucoup observent non pour soutenir, mais pour comparer, critiquer ou rivaliser, le silence devient une forme consciente de protection. Épictète disait que nous ne devrions pas nous précipiter pour dire tout ce que nous pensons, car la parole, une fois prononcée, ne retourne jamais à l'endroit d'où elle vient. Ce que tu dis peut être interprété, mal compris, répété, exagéré. C'est comme lancer quelque chose de fragile dans un environnement rempli de mains négligentes. Ce que tu gardes en toi, tu peux encore l'examiner, le faire mûrir, l'ajuster intérieurement. Le silence agit comme une table de polissage intérieur. Pense au nombre de fois où tu as regretté d'avoir trop parlé. Tu as partagé un projet de changement de vie et on t'a répondu, tu n'y arriveras jamais. Tu t'es confié à quelqu'un et tu as senti plus tard que cette personne utilisait cela pour te diminuer. Tu as parlé sous l'impulsion et tu as blessé quelqu'un ou créé un conflit inutile. Si tu étais resté silencieux quelques minutes, si tu avais respiré, réfléchi, beaucoup de choses auraient peut-être été évitées. Garder le silence, dans le sens stoïcien, ce n'est ni faiblesse, ni soumission, ni lâcheté. C'est un choix. Un filtre. Une stratégie. C'est choisir le bon moment, la bonne personne, le mot juste. Il y a aussi un autre point essentiel, parler trop épuise ton énergie. Quand tu expliques excessivement qui tu es, quand tu justifies sans cesse ce que tu ressens, quand tu cherches à convaincre les autres, tu commences à t'éloigner de toi-même. Tu vis pour être compris, non pour être vrai. Et vivre pour la validation extérieure a un coût intérieur très élevé. Le stoïcisme t'invite à faire l'inverse, vivre aligné avec tes valeurs, même si personne ne les comprend. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, pas pour le monde. Il ne courait pas après l'approbation extérieure. Il n'avait pas besoin d'annoncer chaque réflexion. Il conservait, affinait, vivait. Ce fut le temps, et non lui, qui diffusa ses paroles. Marc Aurèle est mort dans le silence. Son œuvre, c'est sa vie. Et cette œuvre parle depuis des siècles. Tu n'as pas besoin de tout publier, de tout raconter, de tout exposer. Parfois, ce qui te détruit n'est pas ce que tu vis, mais le degré auquel tu t'exposes. Voici des exemples simples de la manière dont le silence peut te protéger au quotidien. Au travail, au lieu de médire ou de te plaindre auprès de tout le monde, tu observes davantage, tu parles moins et tu choisis avec soin à qui te confier. Cela te protège des rumeurs, des conflits inutiles et des interprétations déformées.
Dans la famille, au lieu d'essayer de convaincre des proches qui ne veulent pas te comprendre, tu économises les explications. Tu agis avec respect, mais tu préserves ton énergie émotionnelle. Dans ta vie personnelle, au lieu de raconter tous tes rêves et projets à n'importe qui, tu ne partages qu'avec ceux qui te respectent réellement et souhaitent te voir évoluer. Et tu laisses les résultats parler d'eux-mêmes. Dans ces situations, le silence agit comme un bouclier invisible. Il ne t'empêche ni de ressentir ni de penser, mais il empêche que tout cela soit jeté dans un environnement qui n'est pas prêt à accueillir, seulement à juger. Cela ne signifie pas que tu dois tout garder pour toi et souffrir en silence. Cela signifie que tu dois mieux choisir. Choisir où et avec qui tu t'ouvres. Parfois, il vaut mieux écrire sur une feuille, parler à un thérapeute ou à une personne véritablement digne de confiance, plutôt que de déverser ton monde intérieur sur n'importe quelle épaule disponible. Les stoïciens valorisaient l'introspection. Ils savaient que beaucoup de choses se résolvent à l'intérieur avant d'être exposées à l'extérieur. Quand tu te tais, tu écoutes davantage, non seulement les autres, mais aussi toi-même. Et souvent, tu réalises que ce que tu allais dire dans la détresse n'était qu'une impulsion passagère, pas une vérité profonde. Tu t'épargnes des regrets. Peut-être as-tu l'habitude de trop expliquer, de trop te justifier, de trop te défendre, comme si tu étais en permanence au tribunal. Laisse-moi te rappeler ceci, avec bienveillance mais fermeté, tu ne dois ta vie à personne. Ton monde intérieur n'est pas une place publique. La prochaine fois que tu ressentiras l'envie de raconter quelque chose d'important à beaucoup de gens, fais une expérience stoïcienne. Respire. Attends un peu. Écris ce que tu voulais dire, mais ne l'envoie pas. Puis demande-toi. Est-ce que cela me protège ou est-ce que cela m'expose? Cette personne a-t-elle réellement besoin de savoir cela, ou est-ce que je cherche seulement à être validé? De nombreuses réponses inconfortables surgissent lorsque tu poses ces questions avec honnêteté. Mais elles libèrent. Tu commences alors à comprendre que le silence, dans bien des situations, est la forme la plus mature de l'amour de soi. Car plus tu apprends à te taire pour te protéger, plus tu deviens fort, intègre et centré intérieurement. Numéro 4. Adopte une posture ferme. Avant même que quiconque n'entende un seul mot de ta bouche, quelque chose a déjà parlé pour toi, ton corps. La manière dont tu entres dans un lieu, ta façon de marcher, de te tenir, de soutenir le regard ou de te recroqueviller, construit un message silencieux. Tout cela parle pour toi avant même ta voix. Et bien souvent, sans t'en rendre compte, tu dis au monde, « Je n'ai pas confiance en moi ». Il ne s'agit pas d'être arrogant ni de jouer à la supériorité. Il s'agit de ne pas te diminuer face à ta propre vie. Observe comment tu te comportes au quotidien. La tête baissée, le regard fixé au sol ou sur ton téléphone, comme si tu évitais le monde. Les épaules tombantes, la poitrine fermée, la respiration courte, les pas pressés, comme quelqu'un qui vit toujours en retard sur sa propre existence. Les bras croisés, le corps tendu, la présence reléguée dans un coin. Maintenant, pose-toi cette question, quel message ce corps transmet-il? Fragilité, insécurité, fatigue, manque de direction. Et le plus dangereux, c'est qu'avec le temps, tu finis par croire que tu es tout cela, simplement parce que ton corps a adopté cette forme. Les stoïciens accordaient une grande importance à la posture. Ils appelaient cela la dignité, l'expression visible du respect que l'on se porte à soi-même. Marc Aurèle se rappelait sans cesse d'agir, dans son esprit comme dans son corps, comme quelqu'un qui se respecte, même lorsque personne ne regarde. Ce n'est pas du théâtre. C'est de la cohérence. Si tu cherches de la fermeté à l'intérieur, ton corps doit accompagner cette décision. Tout commence par des choses simples et profondément concrètes. Relever légèrement le menton, regarder devant toi sans défi, ouvrir la poitrine, bien ancrer les pieds au sol, marcher sans traîner ton corps. C'est comme aligner une boussole. Quand le corps s'organise, l'esprit trouve une direction. Lorsque tu redresses ton corps, ta respiration s'approfondit, ton esprit s'éclaircit et ta présence s'élargit. Même sans dire un mot, quelque chose change à l'intérieur, et le message devient clair. Je me prends au sérieux. Imagine une scène simple. Tu entres dans un lieu important. Si tu t'assois en te recroquevillant, comme si tu t'excusais d'occuper de l'espace, l'atmosphère te le renvoie. Si tu entres avec calme, la colonne droite et le regard serein, l'environnement réagit différemment. Le respect change, sans effort. Ce n'est pas de la mise en scène. C'est un alignement. Le corps devient cohérent avec la décision intérieure de te respecter. Je veux que tu fasses une expérience aujourd'hui même. Observe comment tu es assis, comment tu marches, comment tu soutiens ton propre corps. Corrige consciemment ta posture. Reste attentif quelques minutes et ressens la différence. Car ta transformation ne se produit pas uniquement dans les idées. Elle apparaît dans la façon dont tu te tiens dans le monde. Ce n'est pas un hasard si tu es ici, à regarder cette vidéo. La vie t'invite à occuper ton propre espace avec plus de fermeté, plus de calme et plus de conscience de qui tu es. Numéro 5. Ne laisse pas la peur te vaincre. Tout changement véritable réveille une peur silencieuse.
Ce n'est pas la peur de l'échec, c'est la peur du rejet. La peur d'agir différemment et d'être vu différemment, de sortir du schéma que les autres connaissent déjà et de perdre la place que tu occupais. Quand tu commences à mieux te positionner, à parler avec plus de clarté, à poser des limites, quelque chose en toi demande. Et s'il ne m'acceptait pas comme ça? Cette peur n'apparaît pas parce que tu te trompes. Elle apparaît parce que tu changes. Beaucoup de gens n'abandonnent pas parce qu'ils en sont incapables. Ils abandonnent parce qu'ils ne veulent pas affronter l'inconfort émotionnel d'être perçus autrement. Il est plus facile de rester prévisible, accessible, de ne pas déranger. Alors la peur devient un frein invisible. Elle ne crie pas, elle murmure, va doucement, n'exagère pas, ne change pas trop. Cette peur-là te retient dans le présent et t'empêche d'aller vers ta vie future. Si tu veux progresser, accepte de paraître ignorant ou maladroit aux yeux de certains. Toute évolution demande d'abord un prix social avant d'offrir une liberté intérieure. Imagine une scène simple, deux personnes dans le même environnement de travail. La première commence à changer. Elle parle avec plus de fermeté, n'accepte plus tout, assume ce qu'elle pense et ajuste sa posture. La seconde veut aussi changer, mais recule dès qu'elle ressent de l'inconfort. Elle ravale ce qui la dérange, tolère ce qui dépasse ses limites, dit que tout va bien, quand ce n'est pas le cas. Elle cède pour ne pas perdre l'approbation. Au début, la première suscite l'étonnement, on la commente, on la regarde autrement, certains s'éloignent un peu. La seconde est perçue comme facile à vivre, compréhensive, gentille. Mais voici le point que presque personne ne voit, l'une affronte l'inconfort à l'extérieur, l'autre porte l'inconfort à l'intérieur. Alors la question décisive se pose, laquelle grandit intérieurement, et laquelle passe toute sa vie à s'ajuster pour ne pas être rejetée? C'est précisément à ce moment-là que la peur tente de prendre le contrôle. Elle prétend que changer coûte trop cher, que le risque n'en vaut pas la peine, qu'il vaut mieux rester comme on est. Mais la vérité est autre, le prix de ne pas changer est toujours plus élevé. Rester petit pour entrer dans le cadre des autres présente une facture quotidienne. Tu te contrôles, tu te justifies excessivement, tu t'adaptes sans cesse. Cela fatigue, cela use, cela épuise. La peur du rejet ne disparaît que lorsque tu cesses de croire que tu as besoin de l'approbation des autres pour vivre en paix. Quand tu comprends que le respect de toi-même passe avant l'acceptation, la peur perd de sa force. Elle ne disparaît pas, mais elle ne commande plus. Le changement ne demande pas un courage total d'un seul coup. Il demande un pas conscient à la fois, une limite posée, une attitude maintenue, une décision tenue, même au milieu de l'inconfort initial. Comme un muscle, la fermeté se renforce par l'usage. Si tu ressens de la peur en changeant, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de transition. Ne recule pas. Traverser cet inconfort, c'est ce qui sépare ceux qui évoluent de ceux qui passent leur vie à s'adapter. Si ce point t'a touché, observe où tu te retiens par peur de déplaire. Que évites-tu de faire? Non par incapacité, mais par crainte d'être jugé. Rappelle-toi ceci, je ne vais pas reculer. Cette phrase n'est pas destinée aux autres, elle est pour toi. Car chaque fois que tu restes fidèle à ce que tu es en train de devenir, même avec la peur, tu cesses de vivre en mode défense et tu commences enfin à vivre en mode choix. Numéro 6. Contrôle l'impulsion de réagir. As-tu déjà ressenti ce besoin presque incontrôlable de répondre immédiatement? Quelqu'un te pique, te provoque, te critique, et ta bouche va plus vite que ta pensée. Puis, une fois les mots sortis, le regret arrive, je n'aurais pas dû dire ça. C'est ainsi. La majorité des conflits de notre vie naissent exactement là, non pas dans ce que l'autre a fait, mais dans ce que nous n'avons pas su contenir au bon moment. Contrôler l'impulsion de réagir ne signifie pas seulement se taire extérieurement. Cela veut dire apprendre à contenir l'élan à l'intérieur. C'est maîtriser le réflexe automatique. Les stoïciens savaient que le danger ne se trouve pas seulement dans les grandes décisions, mais dans les petites réactions quotidiennes qui passent inaperçues. Épictète enseignait que ce n'est pas l'insulte qui blesse, mais le jugement que nous portons sur elle. Et, la plupart du temps, ce jugement sort par la bouche avant même d'avoir traversé la raison. Pense aux situations simples du quotidien. Tu es dans une discussion et tu ressens le besoin d'avoir le dernier mot, juste pour ne pas paraître inférieur. Tu entends une critique et tu veux immédiatement te justifier, tout expliquer, prouver que tu as raison. Tu écoutes une remarque stupide et l'envie te prend de répondre avec ironie, de répliquer, de gagner la conversation. Rien de tout cela n'est réellement nécessaire, mais sur le moment, cela semble obligatoire, presque automatique. Contrôler l'impulsion de réagir, c'est comme placer un frein entre l'élan et l'action, comme retenir les rênes d'un cheval avant qu'il ne parte au galop. C'est apprendre à créer ce petit espace entre le stimulus et la réponse. Car c'est précisément dans cet espace que vit la maîtrise de soi. Marc Aurèle avait l'habitude de se rappeler à lui-même ceci, tu n'es pas obligé d'avoir une opinion sur tout, ni de répondre à tout, ni de t'expliquer en permanence, ni de te défendre contre chaque chose. Concrètement, comment appliquer cela? C'est simple, mais cela demande du courage.
Quand tu ressens l'envie de répondre immédiatement, arrête-toi quelques secondes. Compte jusqu'à 10. Cet intervalle paraît minime, mais il suffit pour que la raison rattrape l'impulsion. Dans ce court espace, pose-toi ces questions. Ce que je m'apprête à dire va-t-il améliorer quelque chose? Va-t-il m'apporter de la paix ou davantage de problèmes? Est-ce nécessaire, ou est-ce simplement mon ego qui cherche à se montrer? La plupart du temps, si tu es honnête avec toi-même, tu réaliseras que tu étais sur le point de parler uniquement pour soulager un inconfort intérieur, pas pour réellement résoudre quoi que ce soit. Alors, le silence devient un choix conscient. Il ne s'agit pas de tout ravaler. Tu ne te tais pas par peur, tu te tais par respect de toi-même. Contrôler l'impulsion de réagir fait aussi de toi un meilleur observateur. Pendant que les autres se bousculent avec leurs mots, toi tu écoutes davantage, tu comprends mieux, tu perçois ce qui se cache derrière ce qui est dit. Cela te donne un avantage immense, tu ne t'exposes pas inutilement, tu ne t'épuises pas, tu ne révèles pas tes cartes trop tôt. Dans les discussions professionnelles, les conflits familiaux ou les conversations difficiles, celui qui parle moins et observe davantage ressort souvent plus fort, et non plus faible. Si cette partie résonne avec ta tendance impulsive à réagir, prends maintenant un engagement simple envers toi-même. Je choisis d'écouter plus que je ne parle. Cette phrase n'est pas un signe de faiblesse, c'est un rappel de pouvoir. Car plus tu apprends à faire taire le besoin de dire tout ce que tu penses, plus tu deviens stable, profond, difficile à lire, surtout, difficile à manipuler. Numéro 7. Deviens méconnaissable. Devenir méconnaissable ne signifie pas changer pour que les autres disent « Waouh ». Cela signifie changer à un point tel que, lorsque tu regardes en arrière, tu te dis « Je n'arrive pas à croire que j'acceptais de vivre de cette manière ». Les stoïciens ne cherchaient pas à être remarqués, ils voulaient être transformés intérieurement. Marc Aurèle a écrit quelque chose qui s'applique parfaitement ici. Le caractère ne se discute pas, il se construit. Ne gaspille pas ton énergie à définir le bien, utilise-la à vivre le bien. Devenir méconnaissable ne commence pas par une nouvelle coupe de cheveux, des vêtements neufs ou une photo différente sur un profil. Cela commence par de petites décisions, presque invisibles, que personne n'applaudit, mais que toi, tu sais que tu prends. C'est comme ajuster silencieusement le gouvernail d'un bateau, de l'extérieur, la trajectoire semble la même, mais à l'intérieur, la destination a déjà changé. Tout commence au moment où tu dis « Je refuse de continuer à être la même personne qui se sabote ». Devenir méconnaissable est une accumulation de changements silencieux, pas une annonce publique de transformation. Toi qui te réveillais tard, tu commences à te lever un peu plus tôt, même sans envie. Toi qui mangeais n'importe quoi, tu fais désormais des choix simples, plus conscients, sans extrémisme. Toi qui discutais pour tout, tu choisis parfois le silence plutôt que la réaction automatique. Toi qui acceptais tout pour ne pas être seul, tu sélectionnes mieux les personnes avec qui tu marches et l'endroit où tu investis ton énergie. Ce n'est pas une révolution d'un jour. C'est une accumulation de micro-ruptures avec ton ancienne version. Imagine une scène simple. Avant, tu arrivais dans un groupe en parlant fort, en cherchant à être drôle, à prouver ta valeur, à être vu. Aujourd'hui, tu arrives, tu observes davantage, tu parles moins. Tu n'entres pas dans les commérages, tu ne ressens plus le besoin de plaire. Au début, les gens sont déstabilisés. Tu es différent. Tu es trop silencieux. Tu te prends pour quelqu'un maintenant? Non. Tu ne te prends pas pour quelqu'un de plus. Tu es en train de revenir à toi. Il est très courant que, lorsque tu commences à t'améliorer, ceux qui se sentaient à l'aise avec ta version faible essaient de te tirer en arrière. Cela fait mal, je le sais, mais cela fait partie du processus pour devenir méconnaissable. Cicéron disait que celui qui choisit un chemin différent dérange inévitablement ceux qui préfèrent rester immobiles. Tu vas déranger. Quand tu commences à étudier, à t'entraîner, à te taire davantage, à mieux choisir, ceux qui ne veulent pas quitter leur place tentent de te déstabiliser. C'est là qu'intervient le stoïcisme, ne plus réagir comme avant, ne pas revenir en arrière pour plaire, ne pas t'excuser d'évoluer. Être méconnaissable ne concerne pas la perfection, mais le contraste. Tu n'as pas besoin d'être meilleur que le monde. Tu as besoin d'être très différent de la personne que tu étais hier. Avant, tu fuyais l'inconfort. Tu te posais en victime. Tu blâmais les autres. Tu parlais sans réfléchir. Aujourd'hui, tu affrontes l'inconfort comme une partie de la croissance. Tu assumes la responsabilité. Tu réfléchis avant de réagir. Tu parles moins et observes davantage. Et sais-tu ce qu'il y a de plus intéressant? Quand le changement est réel, tu n'as même plus envie de l'exhiber. Tu n'as pas besoin d'annoncer une nouvelle étape ou une nouvelle version. Tu vis, simplement. Et avec le temps, la vie le montre. Les autres le perçoivent dans ton regard, dans tes réponses, dans tes attitudes. Voici un exemple simple. Avant, un message qui tardait à recevoir une réponse te rendait anxieux. Tu imaginais des scénarios, tu cherchais l'approbation. Aujourd'hui, tu ressens encore l'inconfort, mais tu ne t'y noies plus. Tu respires,
tu reviens à ce que tu fais, parce que ta vie intérieure est devenue plus riche. C'est cela, devenir méconnaissable en silence. Avant, tu explosais dans la circulation. Tu t'énervais pour un rien. Une critique ruinait toute ta journée. Aujourd'hui, tu sens l'irritation monter, mais tu choisis de ne pas l'alimenter. Tu te demandes, est-ce sous mon contrôle? Si la réponse est non, tu refuses de lui confier le gouvernail de ton état intérieur. Tu n'as plus besoin de te justifier excessivement. Ce n'est pas toi, ça. Ce sont des couches que la vie a déposées sur ton être. Ton vrai toi est plus calme, plus ferme, plus profond que cette version impulsive à laquelle le monde s'était habitué. Ce processus prend du temps, mais il commence par une décision claire. Je ne vais plus continuer à vivre en répétant la même histoire. Pour cela, tu devras accepter que certaines personnes s'éloignent, que certains environnements cessent d'avoir du sens, que certaines conversations ne trouvent plus leur place en toi. Au début, cela fait mal. On dirait une perte. En réalité, c'est de l'espace qui se crée, de l'espace pour de nouvelles habitudes, de nouvelles connexions, de nouvelles opportunités alignées avec la personne que tu deviens. Si tu sens que le moment est venu de cesser de vivre en mode répétition et de commencer à te reconstruire, écris comme un engagement envers toi-même. Je choisis de devenir méconnaissable. Lis cette phrase à nouveau. Laisse-la te traverser. Car à partir du moment où cette décision naît à l'intérieur, le monde extérieur, tôt ou tard, reconnaîtra cette nouvelle version même si tu n'as jamais besoin de l'expliquer. Et si cette vidéo a touché ton esprit, n'oublie pas de lui laisser un like et de la partager avec tes amis. Si cette vidéo t'a plu, pense aussi à t'abonner à la chaîne et à laisser un j'aime. Si tu es resté jusqu'à la fin, c'est que quelque chose en toi a déjà décidé de changer et ce changement ne sera pas superficiel. Merci d'avoir regardé.